et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole RED 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonne rupture de jeûne à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue sur ce rendez-vous d'actualité sur le miroir de la femme de ce samedi 15 avril 2023. Les travaux en séance plénière de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 se poursuivent à l'Assemblée nationale dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Seul point à l'ordre du jour de la séance de ce samedi 15 avril 2023, plusieurs questions d'actualité ont été posées à certains membres du gouvernement, dont le Premier ministre Oumoudou Mahamadou. Je vous propose de suivre la réaction de l'honorable Omar Hamidou Tinia, un des députés qui ont interpellé le gouvernement. Suivez plutôt. C'est un bilan d'autosatisfaction, alors que les Nigériens vivent quotidiennement les affres de leur gestion. Aujourd'hui, tout le monde le sait, tout le monde le dit, que ce pouvoir est incapable d'apporter des solutions à leurs problèmes. L'insécurité est à Niamey. Combien de braquages il y a eu? Combien d'exécutions sommaires il y a eu? Combien de vols à main armée il y a eu? Tout ça, c'est parce qu'ils sont incapables d'assurer la sécurité des Nigériens. Aujourd'hui, on peut dire personne n'est en sécurité. Je dis également qu'ils agissent en catalyseur de la mauvaise gouvernance. Vous l'avez entendu, lui-même il a reconnu. L'article 13 de l'arrêté 018/PM/ARCOP du 23 janvier 2023 fait obligation de communiquer le montant, l'objet, le délai, le mode de passation des marchés et l'attributeur provisoire. Les ministres font le communiqué en bonne et due forme au Conseil des ministres. Mais eux, ils le cachent au peuple. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Ils font les petits arrangements entre amis. Dans tous les cas, aujourd'hui, tout le monde le sait, que les marchés publics sont donnés au ministère du PNS Tareya et vendus aux autres. C'est un secret de polichinelle. Donc, nous sommes là dans une situation où les Nigériens ne doivent plus permettre la permanence de cette oligarchie. Le régime de PNS Tareya est en train de mener notre pays à la croisée des chemins et cela est inacceptable. On ne peut pas accepter qu'un conseil des ministres cache des choses au peuple. Ils disent agir au nom du peuple. Alors pourquoi, s'il n'y a rien, pourquoi est-ce qu'ils cachent les montants et les attributaires? Pourquoi ils le font? C'est la question. Et nous, on n'a plus confiance aux institutions judiciaires. On va saisir aujourd'hui la Cour constitutionnelle, il va leur donner raison. Quand une Cour constitutionnelle a validé la candidature de M. Mohamed Bazoum, quelle confiance vous voulez qu'on ait dans cette Cour? Donc nous allons nous réunir et nous allons faire des actes politiques et maintenir la pression. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'un conseil des ministres cache des choses au peuple. Parce qu'il s'agit avant tout de l'argent du peuple. Si on le dépense, le peuple est en droit de savoir. C'est l'arrêté 018/PM/ARCOP du 23 janvier 2023 qui dit que pour tout marché supérieur à 300 millions, le responsable du marché doit faire une communication en conseil des ministres qui doit révéler le nom de l'attributeur, l'objet du marché, le mode de passation, le montant. Donc, pour permettre aux gens de savoir ce qui se passe. Pour que des personnes qui ont été défaillantes, des personnes qui sont impliquées dans des affaires louches, ne puissent pas bénéficier du marché. Aujourd'hui, qui sait à qui on donne les marchés? Personne.
jusqu'à un passé récent, tout le monde savait, au Conseil des ministres, vous voyez, vous savez, telle société a eu tel marché, telle société a eu tel marché. Et avec ce procédé-là, beaucoup de marchés frauduleux ont été dénoncés. Mais aujourd'hui, parce que ça les gêne, ils ne veulent pas que les gens sachent ce qui se passe, ils décident de cacher l'information aux Nigériens. Je pense que la réponse qui a été donnée au Premier ministre est extrêmement grave. Un Premier ministre qui cache, ou un Conseil des ministres qui cache des informations au peuple, je trouve que c'est extrêmement grave. Depuis combien d'années, vous prenez tous les communiqués des conseils des ministres, il y a pour les marchés, toutes ces informations que je dis. Mais depuis 6 conseils des ministres, ils ont décidé de les taire. Et vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment, les activistes ont commencé à faire des comparaisons, à dénoncer les arrangements qu'ils font entre eux. C'est ça la vérité. Ils ne veulent plus que les gens sachent à qui ils donnent les marchés. Parce que si on le dit, vous allez voir que l'ensemble des marchés sont donnés à leurs militants. Et ce qui est inacceptable, on dirait que les autres opérateurs économiques, eux, n'ont pas droit dans ce pays-là. Les commerçants viennent nous dire, non, quand je vais dans tel ministère ou dans tel endroit, on me demande de l'argent, on me fait ceci et cela. Voilà la situation de notre pays. Dans cette troisième décade de mois venus de Ramadan, les bons comportements doivent se multiplier chez les fidèles musulmans grâce aux différents rites recommandés. Suivons pour plus de précision l'entretien du consultant islamologue Dr Boubacar Touré. Alhamdulillah, nous voilà fini la deuxième décade. Nous allons entamer la troisième décade. La troisième décade, comme le prophète Mohammed nous a fait savoir, c'est Itkun Minanar, c'est être préservé de l'enfer. La troisième décade, c'est comme un bouclier qui te protège contre l'enfer. Donc, chers frères et sœurs en islam, et toujours dans cette troisième décade, nous cherchons la nuit du destin, qui est Laylatul Qadr. Donc, vous voyez, quand on prend cette dernière décade, elle est la plus importante encore. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire. Non seulement dans cette troisième décade, il y a une seconde chose qui est très importante, c'est la retraite spirituelle, qu'on appelle itikaf. Chers frères et sœurs en islam, il faut comprendre que la troisième décade, elle est très importante, elle est significative aussi. Raison pour laquelle, en cette troisième décade, le musulman, le jeûneur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit multiplier tous les bienfaits. Il doit multiplier les prières surrogatoires nocturnes. Si possible, il peut même faire la retraite spirituelle. Comme la majorité de fonctionnaires, ils voient comment ils peuvent avoir. On ne peut pas aller à itikaf sans autorisation. Quand vous êtes fonctionnaire, c'est comme vous violez quelque chose. Donc vraiment, en cherchant d'avoir la récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas aller en violant quelque chose. Raison pour laquelle, cela aussi est vrai pour les femmes qui disent qu'ils vont au niveau de itikaf en laissant leur mari avec les enfants. Donc sachez très bien que votre itikaf, c'est votre mari d'abord. Si le mari vous donne l'autorisation, alhamdulillah. Mais vous ne pouvez pas dire non, comme c'est l'islam, non. Donc vraiment, moi je vais pouvoir, parce que l'itikaf là c'est très important, et donc vraiment je dois assister. Non, c'est l'islam qui nous donne l'autorisation. L'islam nous donne l'autorisation avec l'accord de votre mari. Il faut savoir, même le jeûne surrogatoire, quand votre mari n'est pas d'accord, vous ne pouvez pas gêner. Donc, il peut vous dire que j'ai besoin de vous, donc vous ne pouvez plus gêner. Donc, pour que chers frères dans l'islam, la troisième décade, elle est très importante. Il y a trois choses qui nous regroupent. Nous avons d'abord, 1, la recherche vraiment de la nuit du destin. 2, on dit que vraiment, c'est une nuit dont vraiment nous devons multiplier les prières surrogatoires qu'on fait à les tarawih, Qiyamul Layl. Et troisièmement, c'est que il ne faut pas oublier que cette nuit est bel et bien destinée à nous préserver de l'enfer qui est Itkun Minan Niran. Et donc, chers frères et sœurs en islam, ce que nous pouvons dire que les gens doivent multiplier les prières surrogatoires nocturnes, surtout soit avec les imams ou avec sa famille. Deuxièmement, nous devons multiplier la lecture de Saint-Coran encore, parce que c'est la dernière décade, et surtout en multipliant les bienfaits, les bienfaisances. En quoi faisant, nous savons que vraiment, dans ça, nous avons ce qu'on appelle
la sadaqatul fitr. Donc, on doit donner, c'est bien évident, on doit donner aux nécessités pour que vraiment surviennent à bien fêter la fête du Ramadan. Et nous prions Allah le Tout-Puissant de guider nos pas sur le bon chemin, qu'Allah préserve notre pays, qu'Allah sauve notre pays, qu'Allah accompagne nos forces de défense, qu'Allah guide nos autorités et qu'Allah crée la communion au sein de tous les Nigériens. Wassalamu alaikum. Lancement officiel de l'assistance directe par la vaccination des animaux, la remise de certificats internationaux de transhumance et l'établissement des pièces d'identité à Tawa dans les localités de Ilela, Yaya, Kadey et Malbaza, organisé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Suivant l'élément de nos correspondants depuis Tawa. Lancement officiel de l'assistance directe par la vaccination des animaux, la remise des certificats internationaux de transhumance et l'établissement des pièces d'identité sur le financement de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID à travers l'Organisation internationale pour les migrations en partenariat avec le réseau bilatéral Marobé, RBM et AREN. Cette campagne a concerné les localités de Alela, Yeya, Kadey et Malbaza. Kadey a constitué la première étape de cette campagne qui a porté sur la vaccination des animaux. C'est des milliers de petits ruminants et des grands ruminants qui ont reçu cette vaccination. Des certificats prouvant leur vaccination a été remis aux éleveurs et un certificat international de transhumance. Un des bénéficiaires s'est exprimé à remercier les responsables de cette initiative avant d'exprimer leur satisfaction suite à la vaccination de leur bétail. mun ka ci banza na can ga gwamnati na an ka kwatanta mana kaga mun ji daɗi kuma Allah ubangiji shi muku albarka ku da kun ka shigo daji kun ka iske mu nan cikin daji kun ka mana abinda ba mu iya yi makanin mu kaga dole mu ji daɗin ku kuma ko Allah shi muku albarka Allah shi muku albarka kuma can waɗanda in kun koma su ma ku ce musu mun ji daɗi mun ji daɗin su ko ba mu san su ba mu gane su ba mun ji daɗin su ka turo gadda sun ka turo ku inda muke kun kai mana aikin ƙure mun san ga irin wadda sun kai sun san da mu mun gode. Alela qui a constitué la seconde étape de cette campagne, les éleveurs de cette localité ont pu bénéficier de l'établissement des pièces d'identité qui leur permettront de circuler en toute confiance dans le pays. Un des éleveurs qui a aussi reçu sa pièce d'identité a au micro de Tambara remercié les autorités et l'ensemble des responsables pour cette initiative avant de souhaiter une paix durable à notre beau Niger. Ta ba mu mahimmanci da yawa wanda ta ba mu wanda ga umhaninmu tallahi kashi-kashi an dai yi muna takarda na takarda aihuwa an yi muna karti mun ji daɗin yawo cikin ƙasanmu mu yi kiwo ko ina mun ka zo cikin Niger an san da mu makiyaya an kula da mu 'yan Niger sannan ana har yanzu farfagandin a yi muna ruwa na dabbobinmu inda suka sha an ba mu girma wanda muka umhani da shi. La troisième localité concernée par ces activités a été le village de Yeya où des centaines de bétails des éleveurs de la dite localité ont pu bénéficier d'une vaccination. La dernière étape a concerné le département de Malbaza où les éleveurs et les agriculteurs de cette localité ont pu avoir des pièces d'identité qui leur faciliteront la circulation sur le territoire nigérien. En plus de ces pièces d'identité, les bétails de ces bénéficiaires ont reçu des doses de vaccination pour protéger ces animaux de nombreuses maladies qui peuvent faire énormément de ravages et aussi des certificats internationaux de transhumance. Notez que jusqu'à l'heure actuelle, l'assistance directe par la vaccination des animaux, la remise des certificats internationaux de transhumance et l'établissement des pièces d'identité se poursuivent dans ces différentes localités. Volet santé de cette édition, nous nous sommes intéressés à la manucurie de la rue. En général, la manucurie est une activité de personnes spécialisées pour prendre le soin et l'esthétique des ongles. C'est une activité paramédicale qui nécessite une connaissance ou une formation. L'on constate des manucures dans la rue qui font ce métier d'une manière traditionnelle. Quels sont les risques de cette manucurie de la rue et comment se préserver? Suivons plutôt l'entretien d'un expert de la santé. Lorsqu'on se fait des soins d'ongles,
lorsqu'on fait de la manucure, donc lorsqu'on fait des soins d'ongles, on travaille dans un environnement de risque. Il y a beaucoup d'infections que les gens traînent sans le savoir. Nous parlons notamment des infections virales, hépatite B, hépatite C, le VIH et certains types de virus qui n'ont pas d'enveloppe. Dans ces conditions, les personnes qui font les manucures travaillent au minimum à un risque intermédiaire, sur un terrain de risque intermédiaire, parce que on peut avoir des petites effractions et être en contact avec des éléments sanguins. La peau de la main elle est richement vascularisée et innervée. C'est important. À partir du moment où quelqu'un est coupé de manière nette, le risque est plus qu'intermédiaire. Même si la personne n'est pas coupée, mais qu'on voit du sang en quantité après une manucure, il y a au minimum un risque même à intermédiaire. Et dans ces conditions, il faut que celui qui fait la manucure lui-même se protège et qu'il prenne des précautions pour protéger celui à qui il fait la manucure et les autres qui suivront après. Dans l'idéal, lorsqu'on utilise un matériel chez quelqu'un, ce matériel doit être stérilisé en 4 temps. Voilà, avec le nettoyage, le séchage, on trempe dans une solution désinfectante et puis on stérilise à l'autoclave avec un stérilisateur dans l'idéal. Si ces conditions ne peuvent pas être respectées, on peut avoir des solutions de remplacement, comme le fait de bouillir le matériel utilisé, qui sont des matériels non jetables en réalité en général, que nos manucures qui circulent dans la ville, qui le font dans l'informel, utilisent. Ça pose un sérieux problème dans ces conditions, parce qu'ils utilisent de l'alcool, certes, mais quel alcool? L'alcool est un bon désinfectant, un bon antiseptique même, mais il faut que ce soit de l'alcool à 70 degrés. Et comment utiliser l'alcool? Il faut verser l'alcool sur le matériel utilisé et le laisser sécher de lui-même. Il ne faut pas juste nettoyer, ça ne se fait pas ainsi. Puisqu'il y a des virus qui certes ne sont pas coriaces, il y a des virus qui ne résistent pas plus de 2 minutes à l'air ambiant, mais il y en a qui résistent, comme les virus de l'hépatite B, il faut réellement les éliminer. À partir du moment où il y a un risque de saignement, s'il y a un risque de saignement, la façon la plus nette d'avoir de l'assurance, c'est de stériliser de manière optimale avec un stérilisateur. Au minimum, il faut que... Donc, ces gens-là, nous allons nous adresser à eux, mais pas à eux seulement, puisqu'il y a des domaines du ministère de la Santé publique qui normalement s'en occupent. Il faut qu'il y ait de la sensibilisation. Comme les coiffeurs traditionnels, les Wanzam ont été sensibilisés, il faut qu'il y ait de la formation pour ces gens, puisque c'est leur gagne-pain, qu'ils sachent comment stériliser et comment travailler même, puisqu'il y a des éléments que je n'ai pas développés, j'essaie d'axer l'intervention juste sur les risques encourus. Et il y a énormément de risques, infections bactériennes, infections virales, infections mycologiques. Et les champignons, ceux qui ont les ongles jaunes, s'ils ne sont pas des fumeurs et qui sont cassants et qui ont des espèces d'excroissance, ça évoque des champignons et c'est extrêmement contagieux. C'est dangereux pour celui qui travaille même et pour celui chez qui il travaille. Il peut facilement disséminer une infection et donner une infection grave et difficile à traiter qui se généralise, tout comme il peut aller contaminer les autres. Surtout si ce matériel désinfectant n'est pas efficace et s'il ne suit pas une certaine norme de désinfection. Il y a des risques sérieux. Ces gens doivent être formés sur la désinfection. Et même les salons de coiffure, les salons de beauté donc, qui font de la pédicure, manucure, ces gens doivent avoir des stérilisateurs et ils doivent se former à la pédicure, manucure. Place à présent à la revue de la presse hebdomadaire. Rali Hassani a parcouru les journaux parus au cours de la semaine. Très bonne réception et au revoir.
gouvernance, attention à l'intrusion suicidaire de la famille dans les affaires de l'État, constitué un des titres du Canard en furie. Le Canard en furie qui nous rapporte que ces familles et ces hommes qui abusent de leurs relations et qui agissent ainsi, comptant sur la protection et les indulgences de Mohamed Bazoum qui tente de restaurer l'équité et la justice dans le pays, ne l'aide pas à avancer. Il constitue selon le journal autour de lui un boulet qui gêne ses pas, le contrarie dans sa volonté d'agir pour l'intérêt général. Ce qui est tragique, c'est que ce régime ne peut pas survivre à tant d'affaires, à tant d'implications et d'imbrications d'une famille dans la mafia, et ce, d'autant plus que c'est Bazoum et Bazoum seul qui, le 2 avril 2021, avait promis aux Nigériens que dans le travail qu'il aura à faire à la tête du pays et notamment à lutter contre l'impunité, plus personne ne peut être d'aucun secours pour un autre et surtout ni son parti, ni sa famille, ni sa communauté ne peuvent désormais le protéger. Le journal estime que le peuple regarde et juge. Un certain PNDS aussi qui attend la moindre faute pour sauter dessus. Veut-il être comme son prédécesseur, l'otage d'un clan, d'un groupe d'intérêt? S'interroge le journal pour qui, pour lui plus que pour l'autre, les risques sont trop grands. Issoufou Bazoum après le duo Le Diel, écrit pour sa part Le Courrier dans ses titres. Le paysage politique nigérien a connu les couples Tanja Hama, Bazoum Issoufou, Ousmane Doudourama, pour ne parler que ses plus grands partis. Et dans chacun des cas, l'on a cru à la force des alliances, à l'indestructible ciment qui lie ces hommes. Si le premier et le troisième couple ont fini par s'éclater, annonçant des séparations douloureuses qui viennent trahir des années d'amitié et d'aventures épiques menées ensemble presque fraternellement, laissant des militants désabusés tristes de perdre la force et l'âme de leur combat politique et de leur parti. Pour le second, le journal écrit que l'alliance de fer entre Issoufou Mamadou et Mohamed Bazoum bat de l'aile, ne pouvant elle aussi résister aux vicissitudes de la vie politique que des intérêts et des choix divergents pourraient profondément chambouler. Personne ne doute aujourd'hui qu'il y a des chamailleries, même sourdes et isolées, au sein du parti de Fuma Koigado et du pouvoir de la Renaissance acte 3. Les hommes, par le pouvoir qu'ils gèrent et qui les divise, ne peuvent plus s'aimer comme ils pouvaient s'aimer à conquérir le pouvoir. Conquérir le pouvoir et gérer le pouvoir, ce sont deux choses différentes selon le journal qui impactent différemment les relations humaines et politiques. Le journal écrit plus loin qu'il ne faut pas se bercer d'illusions. Ce n'est plus la lune de miel entre les deux hommes et il y a des raisons objectives pour que l'on s'attende à cette situation. Les Nigériens, depuis de longs mois après que Bazoum ait montré des bons signes pour gouverner mieux au bonheur des Nigériens, appellent leur nouveau président à s'affranchir d'un attelage aliénant pour gouverner par lui-même, ainsi qu'il pourrait le vouloir pour le pays. Mais le président philosophe semble, selon le journal, manquer d'audace à se libérer du dictat du patronat du parti et de celui qui lui a fait le bonheur de diriger le Niger. Puis, dans les colonnes du journal La Nation, l'on apprend la libération des derniers otages de la région de Maradi. Bientôt la fin du banditisme, s'interroge le journal en gros. En accueillant le 6 avril 2023, leurs parents, à peine échappés des bras de leurs ravisseurs après 21 jours de captivité, les habitants du village de Namagé dans la commune de Sarkinyama ne se doutaient certainement pas de la portée historique de l'événement auquel pourtant ils assistaient dans la joie et l'émotion des retrouvailles. En effet, le journal nous apprend que le 6 avril 2023 doit figurer en lettres d'or dans l'histoire sécuritaire de la région de Maradi, car à cette date, Maradi ne compte plus aucune personne détenue officiellement par des kidnappeurs et dont les parents devraient remuer ciel et terre pour trouver l'argent de la rançon. C'est pourquoi, selon le journal, cette date revêt une importance particulière pour la région, en ce sens qu'elle marque un affaiblissement significatif des bandes armées qui opèrent dans les enclaves nigérianes de la zone frontalière. Cette zone, faut-il le rappeler, est soumise au quadrillage systématique des forces de défense et de sécurité engagées dans le cadre de l'opération Pharaon Tambouchia. Ce sont des moyens humains et matériels conséquents qui sont mobilisés par l'État dans cette zone des frontières Sokoto, Zamfara et Katsina. C'est d'ailleurs dans les enclaves de ces trois États fédérés que sont détenues les personnes kidnappées à Maradi et vendues les animaux volés ou pris de force aux populations des villages frontaliers des départements de Madarumfa et de Gidanrumji. Nous apprend toujours le confrère qui explique que les 4 derniers otages étaient probablement détenus dans une de ces enclaves, visiblement pas très loin de la frontière. En emportant les animaux et en exigeant des sommes souvent très folles pour la rançon, le journal nous apprend
apprend que les bandits ont donné véritablement de grâce à la paupérisation des villages qui étaient devenus absolument pauvres. On a donné tout ce qu'on avait comme richesse pour libérer nos parents régulièrement pris en captivité. Voici comment une habitante de Gabi avait résumé la situation lors de la première mission officielle du président Bazoum Mohamed dans cette localité le 2 août 2021, rappelle le confrère, pour qui depuis cette date, beaucoup d'eau a coulé sous le pont et l'État s'est employé à rendre la vie dure à toutes ces bandes armées qui ont essuyé des sérieux revers lors des différents accrochages avec les éléments de nos FDS. Mais pour conclure, le journal estime qu'il ne faut surtout pas baisser la garde dans la mesure où ces enlèvements sont devenus un business très lucratif. Donc il serait illusoire de penser que les jeunes, déjà habitués à ce gain facile, vont abandonner si facilement. La bonne preuve à cela, c'est l'attaque le dimanche 9 avril 2023 de plusieurs familles d'éleveurs qui avaient campé dans un couloir de passage au niveau de Dantaro et Garirago, village de la commune de Gabi dans le département de Madarumfa. Même si aucune personne n'a été tuée ou enlevée, on déplore cependant la perte de 250 petits ruminants qui ont été emportés par les assaillants. Nous apprend toujours le confrère. Un autre aveu d'impuissance des assaillants, c'est que d'habitude ces derniers ne s'intéressaient pas aux petits ruminants, préférant les êtres humains ou les gros ruminants ayant une forte valeur ajoutée. Dorénavant, le journal écrit qu'il ne faut pas s'étonner de les voir s'en prendre aux volailles et peut-être bientôt aux œufs dans leur désespoir. Sur le plan sécuritaire, le journal Mouria nous apprend que les forces armées nigériennes multiplient les actions de sécurisation du territoire. En début de semaine dernière, à l'ouest, dans la zone d'opération NIA, la cellule d'activité civilo-militaire de la dite opération, après avoir effectué un don de vivres au profit des populations déplacées de Makalondi, a récupéré et neutralisé un guetteur terroriste aux alentours d'une position de la force. Dans la même lancée, en milieu de la semaine, des échanges de tirs ont eu lieu entre groupes armés terroristes et la position de Wanzarbe, ce qui a permis aux forces de défense et de sécurité de faire replier l'ennemi vers la frontière et d'engager en même temps des poursuites contre l'ennemi. Ça en est suivi le 30 mars dernier, toujours dans le cadre de l'opération NIA, une embuscade menée par des groupes armés terroristes qui a été déjouée par un détachement mixte de la mission de reconnaissance offensive conduite dans le secteur ouest de Tamou. Le bilan sur les troupes armées terroristes est de plusieurs éléments terroristes neutralisés et des blessés emportés, ainsi que de plusieurs motos détruites, selon le bulletin des opérations de l'armée nigérienne en date du 8 avril 2023. Autre actualité à travers les journaux cette semaine, c'est le renouvellement du bureau à l'Assemblée nationale. Bureau de l'Assemblée nationale, un échec personnel pour la Danchana, s'interroge en gros le canard déchaîné. Le canard déchaîné qui nous rapporte que c'est une véritable déconvenue que vient de subir le député national Omar Hamidou Di Ladanchana, qui s'est vu refuser l'entrée dans le bureau de l'Assemblée nationale lors d'un vote qui restera dans les annales de l'histoire du Parlement nigérien. Le consensus qui a toujours prévalu lors des élections des membres n'a pas prévalu selon le journal. Un refus qui est peut-être lié à la personnalité clivante du président du parti Amen Amin et membre du groupe parlementaire de l'Union pour la République UPR. Les raisons de l'échec de Ladanchana sont dues selon le journal, selon plusieurs analystes, à l'attitude jugée irrévérencieuse du président du parti Amin Amen à l'endroit des autorités de la 7e République. Ladan est critiqué dans certains milieux proches du pouvoir pour s'en prendre régulièrement aux institutions de la République à travers les réseaux sociaux dont il est devenu un des acteurs politiques nigériens les plus réguliers. D'autres analystes estiment selon le journal que le comportement jugé populiste de l'élu national ne le prédisposait pas à occuper un poste de responsabilité aussi important que celui de la 6e vice-présidence du Parlement, malgré son expérience en tant que ministre dans le 2e gouvernement de la 7e République. Le 3 avril dernier, rappelle le journal, sur ses pages Facebook et Twitter, il écrivait ces mots qui en disent long sur son état d'esprit à l'endroit de la majorité. Depuis 2 ans que Mohamed Bazoum a usurpé le pouvoir, il a conduit le Niger à la croisée des chemins, tortué par une politique socio-économique désastreuse, une position endémique, une justice politiste, etc. ayant pris le pouvoir par effraction. Il entend l'exercer par procuration, quitte à faire de notre pays une république amphisbène. Peut-on dès lors s'étonner que les députés de la majorité lui aient adressé cette cinglante fin de non-recevoir, s'interroge le journal qui estime que certains n'hésitent pas à parler d'un échec personnel pour celui qui veut paraître aux yeux des militants de l'opposition comme étant le seul opposant à leur actualité.
Au Monde d'aujourd'hui d'ajouter à propos de ce sujet que Ladan Tchana est victime de vérité. Depuis longtemps, une tradition parlementaire s'est établie pour pourvoir aux différents postes au sein de l'hémicycle, qui consiste à ce que chaque camp politique présente son ou ses candidats au poste qui lui reviennent de droit et bénéficier du vote consensuel. En fait, le journal nous explique que le règlement intérieur de l'Assemblée exige la majorité absolue pour être élu et non la majorité simple. Or, sans un consensus préalable entre majorité et opposition, il est évident que certains postes attribués à l'opposition ne pourront pas être pourvus à cause de la faiblesse numérique des députés de l'opposition. C'est pourquoi, généralement, dans un souci d'apaisement politique, majorité et opposition s'accordent pour faire élire leurs candidats. Mais malheureusement, cette fois-ci, un tel consensus n'est pas recherché pour faire élire Ladan Tchana au poste de 6e vice-président de l'Assemblée nationale, car n'ayant pas atteint le chiffre de 85 voix représentant la majorité absolue des voix, Ladan Tchana payerait sans doute, selon le journal, son très grand esprit d'indépendance et d'indomptabilité face à l'unanimisme général actuel. Quant au journal Sahel Horizon, le rapport des vives polémiques au renouvellement des membres du bureau. À l'issue des scrutins, les parlementaires ont tenu 15 membres forment le nouveau bureau. Il s'agit des vice-présidents, des secrétaires parlementaires et des périodes d'un an, soit 12 mois. Ce nouveau bureau est composé en président Seyni Oumarou, de M. Kalla Ankoura au premier vice-président, M. Al-Kabou, deuxième vice-président, M. Zakara Karidjo, troisième vice-président, M. Maman Lawali Bako Gladima, quatrième vice-président, M. Oumarou Yaya, cinquième vice-président. Le journal nous apprend par ailleurs que la candidature de M. Oumarou Hamidou Tchana au poste de sixième vice-président a donné lieu à des vives empoignades. Après la suspension des travaux par le président de l'Assemblée nationale, son excellence Seyni Oumarou, les travaux ont repris aussitôt après et les députés passent au vote faute de consensus. Ladan Hamidou Tchana a été recalé par 64 voix pour, 95 contre et 3 abstentions. Au poste de questeur sont élus M. Issaka Issoufou, Leila Toudjani et Soumana Sanda. Mais le journal conclut qu'en vérité, à quelques exceptions près, les membres du bureau précédent qui ont été conduits à la consensus et négociations souterraines en amont. Et pour finir, l'enquêteur nous parle de marché par entente directe. Marché par entente directe de 1,306,140,000 francs à 10 bus au profit des Amaïri au sommet, écrit en le journal. Une commande publique sèmerait-elle la fâcherie entre le ministre de l'Enseignement supérieur, son homologue des Finances et le gouvernement? S'interroge le journal qui nous rapporte qu'au Niger, comme dans nombre de pays, le cadre réglementaire des marchés publics est très strict. Plusieurs textes fondamentaux dont le décret numéro 2022-743/PRL/PM du 29 septembre 2022 portant code des marchés publics et des délégations de services publics encadrent ce règlement. Ces textes ne sont pas toujours, pour ne pas dire jamais, respectés par ceux-là même qui sont censés les faire à la lettre, à savoir les gouvernants. Le journal écrit plus loin que dans les faits, les communications relatives au marché public s'enchaînent d'un conseil des ministres à l'autre en toute opacité. C'est dans ce flou sciemment créé et entretenu que le ministère des Finances, Direction générale des moyens généraux, a attribué par entente directe à la société Hasco-Sarl un marché de 10 bus aux universités publiques du Niger. Dans quelles conditions ce marché a-t-il été octroyé? S'interroge le journal qui nous rapporte les passations par entente directe, un mode d'attribution controversé. Il y a de cela quelques semaines, un marché par entente directe a été attribué à la société Hasco-Sarl pour la fourniture de 10 bus au profit des universités publiques du Niger. Aucune communication en conseil des ministres n'a été faite au sujet de cette commande d'un montant d'1,306,140,000 francs CFA, toute taxe comprise, soit l'unité à 130,614,000 francs CFA. Est-ce au dernier moment que le ministre en charge du département bénéficiaire, en l'occurrence Mamoudou Jibo, a-t-il été mis au courant du marché? Se demande toujours le confrère, pour qui l'entente directe est une procédure de passation de marché public sans concurrence où l'acheteur public choisit directement l'opérateur économique avec lequel il souhaite conclure le marché. Cette méthode peut être justifiée dans certains cas, notamment en cas d'urgence impérieuse. L'achat de bus aux universités n'en est pas une, estime le journal, ou d'absence de concurrence pour des raisons techniques. Toutefois, elle présente plusieurs risques majeurs pour l'État. Le journal conclut que pour limiter les pertes financières liées au marché par entente directe, l'exécutif doit prendre plusieurs mesures transparentes
des procédures pour un meilleur encadrement des appels d'offres ouverts et restreints afin de stimuler la compétitivité entre les entreprises et garantir un meilleur rapport qualité-prix pour les prestations fournies. Mettre en place des contrôles et des sanctions de manquement de concurrence qui peuvent dissuader les comportements frauduleux, favoriser la bonne utilisation des deniers publics. Et c'est l'essentiel de l'actualité à travers les journaux cette semaine. Très bonne lecture et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.